Il y a des moments dans la vie d'un mineur où le silence devient plus que l'absence de son. Il devient une présence assez dense pour presser la peau assez lourde pour modifier l'air lui-même. En ce matin glacial du Yukon, ce silence ne provenait pas de la terre ou des machines qui définissent habituellement leur monde. Il provenait plutôt d'une vieille structure qui se tenait tranquillement à côté du ruisseau Scribner. Le bâtiment avait toujours été là voûté et battu par les intempéries, comme s'il retenait son souffle depuis des décennies. Ses poutres s'affaissaient sous le poids du temps, mais il resistait têtu et inébranlable. C'était la maison de John Schnabel, un atelier qui appartenait à un homme dont l'héritage était tissé dans la terre, même que Parker exploitait. Chaque once d'or extraite de cette terre portait les échos des mains de John, de ses décisions, de ses sacrifices. Après le décès de John, personne n'avait ouvert le bâtiment non pas par crainte de ce qui pouvait s'y trouver, mais par respect. Il ne fallait pas déranger un espace qui semblait encore habité par sa présence. Les murs, les outils et même la poussière semblaient être les prolongements d'une vie qui n'avait pas encore fini de parler. Rick Ness n'avait jamais eu l'intention de rompre ce silence. Il était à la recherche de composants de rechange pour une pompe lorsque sa botte a heurté quelque chose de métallique sous une bâche repliée. C'était un trousseau de clés rouillées. Au moment où Rick les a soulevées, quelque chose a changé. L'air a semblé se resserrer comme si la terre elle-même en avait pris conscience. Il n'y a pas eu de reconnaissance verbale, mais tous les hommes à proximité l'ont senti. Une compréhension silencieuse est passée entre eux, un accord tacite selon lequel le destin était intervenu et ne serait pas ignoré. Sans discuter, ils ont suivi Rick vers la boutique, oublié chaque pas mesuré, chaque respiration lourde, avec la connaissance que certaines portes, une fois ouvertes, ne laissent personne inchangé. Parker arriva le dernier. Il s'arrêta à quelques pas du bâtiment tandis que les autres se tournaient instinctivement pour l'attendre. La peinture qui s'accrochait à l'extérieur avait pâli et n'était plus qu'un fantôme de son ancienne couleur. Les fenêtres étaient troubles et ternes comme des yeux vieillissants qui en avaient trop vu et qui refusaient maintenant de se concentrer. La neige s'accumulait le long de la ligne de toit affaissée, soulignant des années de négligence. Même la porte elle-même penchait légèrement déformée et tordue, comme si elle résistait au monde qui se trouvait derrière elle. Parker étudie la structure avec une expression suspendue entre la nostalgie et l'effroi. Ce n'est pas seulement un atelier, c'est son enfance préservée dans le bois, le métal et le silence. Chaque planche renferme un souvenir, chaque ombre une leçon apprise aux côtés de son grand-père. Personne ne parla. Il n'y eut aucune cérémonie, aucune reconnaissance du poids de l'instant. Seul le son du métal contre le métal se fit entendre lorsque la clé glissa dans la serrure. Elle résista d'abord têtue et réticente, puis se rendit avec un clic sourd qui résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Les charnières gémirent en signe de protestation lorsque la porte s'ouvrit et l'obscurité se répandit à l'extérieur comme un souvenir s'échappant de l'enfermement. La première bouffée d'air à l'intérieur dégageait une odeur de bois vieilli, de limaille de métal et une légère trace de tabac. C'était l'odeur incomparable d'un homme qui avait construit sa vie de ses mains et laissé des morceaux de lui-même à quiconque était assez courageux pour entrer. Des lampes de poche perçaient à la pénombre leurs faisceaux, révélant une pièce intacte. Des outils étaient alignés sur le long établi, avec une précision méticuleuse, les poignées étant usées par des décennies d'utilisation. Tout était posé exactement là où on l'avait laissé. Un bloc-notes taché de graisse reposait au centre du banc, un croquis à moitié terminé, figé en pleine réflexion, comme si John s'était éloigné quelques instants plus tôt. Au-dessus des photographies étaient punaisées au mur. Dans la lumière changeante, elles semblaient scintiller de vie. Elle montrait Parker à chaque étape de sa jeunesse, de l'enfant maculé debout, agrippant le gravier de la rivière au jeune homme debout aux côtés de son grand-père. Chaque image murmurait une histoire dont la pièce se souvenait encore. Rick enleva son chapeau, baissant instinctivement la tête. Les autres restèrent immobiles, ne voulant pas troubler l'immobilité. Le silence s'épaissit, s'installant dans les coins où les ombres se rassemblaient comme des témoins. Pourtant, en dessous de tout cela, il y avait quelque chose de plus. Une présence se faufilait dans l'air patiente et attendue, attendant d'être reconnue. Cette présence semblait émaner d'une haute armoire en cèdre, située dans un coin. Sa surface était assombrie par l'âge, ses bords adoucis par le temps et le secret. Parker s'en approcha lentement, chaque respiration délibérée. Il reconnut immédiatement le loquet en laiton. Il avait la forme d'une plume grossièrement sculptée par ses propres mains il y a des années, alors qu'il n'était qu'un garçon débordant d'efforts
et manquant d'habileté. Son grand-père l'avait gardée malgré tout, la louant comme si elle n'avait pas de prix. Le loquet s'illumina, brillant faiblement dans la pénombre. Des souvenirs surgirent chauds et douloureux, portant la douleur d'un lien préservé de la mort. Les doigts de Parker se refermèrent sur le loquet et la pièce sembla respirer. Lorsque l'armoire s'ouvrit, l'odeur du cèdre se mêla à la fraîcheur de l'air enfermé depuis des années. À l'intérieur, des caisses en bois étaient empilées avec soin. Chacune portait l'écriture de son grand-père, des dates remontant à des décennies. Elle marquait des moments que Parker avait vécus sans savoir que quelqu'un lui écrivait silencieusement depuis l'ombre de cette pièce. La première caisse révélait des dizaines de lettres toutes adressées à Parker, allant de sa petite enfance au début de l'âge adulte. Le choc qui l'a frappé a été immense mais silencieux. Il a soulevé la première enveloppe, remarquant les bords adoucis et l'encre doucement décolorée par le temps. Les mots à l'intérieur portaient la voix régulière de John, pleine de réflexion, de prudence, d'espoir et d'une profonde affection qui a forcé Parker à faire une pause et à se stabiliser. Il s'agissait de pensées jamais exprimées à haute voix, des méditations sur le leadership, la responsabilité et le coût émotionnel de l'ambition. C'était une conversation à travers le temps, écrite par un homme qui avait compris que la sagesse avait parfois besoin de distance pour être pleinement entendue. Derrière lui, l'équipage est resté totalement immobile. Leur monde de bruit de moteur et de pression incessante s'est adouci pour devenir quelque chose de fragile et d'intime. Il ne s'agissait pas d'une découverte minière, mais d'une excavation personnelle plus profonde que n'importe quelle roche-mère qu'ils aient jamais forée. L'homme qu'ils suivaient n'était plus seulement leur chef. C'était un petit-fils qui se tenait face à face avec des attentes et un amour préservé dans l'encre et le silence. Sous les lettres se trouvait une autre caisse plus lourde sans marque. Parker l'avait vue une fois enfant lorsque son grand-père avait posé une main ferme sur son épaule et lui avait dit que cette boîte ne devait pas être ouverte avant que Parker ne comprenne vraiment ce qu'il en coûte de courir après l'or. À l'époque, cela avait sonné comme un avertissement enveloppé de mystère. Maintenant, avec l'air froid qui effleurait son visage et les lettres qui tremblaient dans ses mains, le poids de cet avertissement lui paraissait insoutenable. Il fixa la caisse, le souffle court, le cœur serré d'effroi. L'atelier semblait se resserrer autour de lui, les murs se pressant vers l'intérieur, incitant à la prudence avant de franchir un seuil irréversible. Dehors, le vent du Yukon balayait la vallée, faisant trembler les vitres mal fixées, comme pour faire écho aux vieilles mises en garde de John. L'équipe échangea des regards inquiets, sentant que ce qui se trouvait à l'intérieur était bien plus personnel que des outils ou des plans oubliés. Le passé a été réveillé, la porte a été ouverte, et ce qui attendait à l'intérieur de cette caisse scellée allait changer la compréhension qu'avait Parker Schnabel de son grand-père, de son héritage et du véritable prix de la vie qu'il avait choisi. La lumière extérieure changea lorsque Parker se stabilisa enfin devant la caisse non ouverte. Une douce lueur dorée filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, illuminant les particules flottantes comme si la pièce elle-même était suspendue dans la mémoire. L'équipage forma un demi-cercle silencieux derrière lui, leur respiration visible dans de faibles nuages. Pour des hommes habitués au bruit et au mouvement, l'immobilité semblait presque sacrée. Personne ne parlait. Les mots semblaient être inadéquats, presque intrusifs. Parker s'accroupit à côté de la caisse, passant ses doigts sur le bois rugueux et assombri. Le grain portait les cicatrices d'hiver rigoureux et de longues années de silence. Et tandis que sa main s'y attardait, la vérité devenait inévitable. Ce que contenait cette caisse n'avait jamais été destiné à rester enterré pour toujours. Il avait attendu ce moment, cette compréhension pour lui. Pas de nom, pas de date, seulement l'empreinte du temps. Il se souvint que son grand-père avait posé sa main sur ce même couvercle lorsque Parker était adolescent, lui offrant un rare moment de solennité. John avait dit que le contenu était destiné au moment où Parker serait confronté au coût réel de l'exploitation minière, non pas à la fatigue physique ou à la pression financière, mais à la charge émotionnelle que seuls les mineurs chevronnés comprenaient. À l'époque, Parker avait cru que l'avertissement était métaphorique. Maintenant, il craignait qu'il ne s'agisse de quelque chose de bien plus tangible. Le levier est posé contre le mur, encore enduit d'une fine couche de graisse. Parker le souleva et en ajusta le bord sous le couvercle. Rick se déplaça légèrement au son du premier clou qui se détachait, mais personne d'autre ne bougea. Le couvercle résista, puis céda avec un craquement fragile. L'air froid s'échappa de l'obscurité, effleurant le visage de Parker comme un murmure.
Il souleva complètement le couvercle et le mit de côté. Le contenu était enveloppé dans une toile soigneusement pliée et fixée par des nœuds qui s'étaient rigidifiés au fil des ans. Ce qui se trouvait à l'intérieur avait été emballé avec intention, soin et peut-être avec peine. Lorsque Parker déballa la première couche, il se figea. Une pile de petits journaux reliés en cuir était soigneusement rangée. Chacun d'eux portait une date pressée sur la couverture qui remontait à plus d'un demi-siècle. Il reconnut immédiatement l'écriture. Son grand-père avait écrit dans ses livres tout au long de sa vie, consignant chaque saison minière, chaque risque, chaque triomphe et chaque erreur. Les journaux étaient ses archives privées, la voix intérieure qu'il n'avait jamais partagée même avec la famille qui l'adorait. Pour Parker, cette vision était à la fois impressionnante et déchirante. Il avait souhaité être guidé par l'homme qu'il avait perdu. Il en avait maintenant des années, mais elle lui semblait plus lourde que tout l'or qu'ils avaient jamais extrait de la terre. Derrière les journaux se trouvait quelque chose d'encore plus inattendu, une petite boîte en fer blanc bosselée sur un coin, dont le couvercle était fermé par un mince fermoir en métal. Parker le souleva doucement et le serra contre lui, sentant immédiatement que cet objet avait eu une vie plus dure. Le poids semblait inégal, comme si le contenu se déplaçait légèrement avec le mouvement. Il respira lentement et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photographies toutes vieillies et gondolées sur les bords. À première vue, les images étaient banales de vieilles exploitations minières des campements et des lits de ruisseaux que son grand-père avait exploités bien avant la naissance de Parker. Mais il atteignit la photo du bas et ses mains cessèrent de trembler uniquement parce qu'elles se figèrent complètement. La photo représentait un homme debout à côté de John, mais ce n'était pas un homme que Parker reconnaissait. Il portait une veste familière qui ressemblait étrangement au style porté dans les premiers temps des entreprises minières de la famille. Les deux hommes se tiennent côte à côte, non pas comme des collègues, mais comme des frères. Derrière eux s'élève une station de lavage que Parker n'avait vue que sur des photographies de vestiges de concessions abandonnées. L'expression de l'étranger est chaleureuse, confiante, fière. Quelque chose dans cette expression emplit Parker d'une douleur inexplicable, comme si la photographie portait le poids d'une histoire inexprimée. Rick se pencha plus près tandis que Parker retournait la photographie. L'écriture au dos était sans équivoque. On pouvait y lire simplement « Pour les jours que nous avons perdus et les jours que nous n'avons jamais retrouvés ». Sous l'inscription, on pouvait lire une date datant de plus de 40 ans. Un frisson parcourut l'équipage qui échangea un regard silencieux. Ils savaient tous que John était un homme discipliné et loyal qui laissait rarement des morceaux de sa vie inexpliqués. Alors qui était cet homme assez important pour être enterré dans une caisse destinée à Parker? Et pourquoi John avait-il choisi de le cacher ici derrière du bois scellé et du silence? En s'enfonçant dans la caisse, Parker découvrit une deuxième couche d'objets. Cette fois, la toile contenait du métal, une petite pioche aux manches cassées, une bâtée d'or courbée sur le bord, un fragment de paroi d'une boîte de Sluice. Chaque pièce portait les marques d'un usage intensif et d'une usure violente. Il ne s'agissait pas de souvenirs de réussite, mais d'artefacts, de quelque chose qui avait terriblement mal tourné d'objets, qui semblait avoir survécu à un désastre qui avait presque tout emporté avec lui. L'air de la boutique se resserre comme si les murs se préparaient à l'histoire que ces objets menaçaient de révéler. L'un des journaux était relié différemment des autres. Sa couverture était plus sombre, son dos renforcé comme si l'auteur avait su que les pages qu'il contenait allaient subir plus de manipulations. Parker l'ouvrit à la première entrée. L'écriture était la même, mais le ton était différent de tout ce qu'il avait jamais entendu de son grand-père. Il parlait d'une saison marquée par la perte de regrets qui s'enfonçait profondément dans le cœur, et d'un partenaire dont le destin était entrelacé avec une seule erreur catastrophique. Tandis que Parker lisait à voix haute d'une voix calme, l'équipage écoutait avec un mélange de crainte et d'effroi. Chaque ligne dévoilait une vérité que la famille n'avait jamais connue, une vérité qui expliquait le silence que John avait gardé toute sa vie. Le journal parlait d'un homme nommé Samuel Green, l'ami le plus proche de son grand-père et son premier partenaire dans l'exploitation minière. Ils avaient prospecté ensemble dans leur jeunesse, partageant le rêve que le Yukon gardait encore assez d'or pour les hommes assez audacieux pour le poursuivre. Mais le rêve est devenu une malédiction lorsqu'une décision de fin de saison a mis les deux hommes en danger, un effondrement, une erreur de jugement, une nuit que John ne pourra jamais oublier. Samuel avait disparu sous les décombres, et bien que John ait survécu, il portait le poids de cette mort comme une entrave invisible. Il quitta la concession, enterra les outils cachés à l'histoire, et se promit de ne plus jamais laisser l'ambition l'aveugler. Lorsque Parker referma le journal, l'atelier lui sembla différent.
Il comprit soudain pourquoi son grand-père avait été si protecteur à son égard, si méfiant à l'idée de le laisser aller trop loin trop vite. Le passé n'était pas un avertissement élaboré par la philosophie. C'était une blessure vécue scellée dans une caisse en attendant le jour où Parker serait prêt à l'affronter. Et ce jour était arrivé. La vérité avait été exhumée et elle avait réécrit tout ce qu'il croyait au sujet de l'homme qui lui avait appris à miner. Il regarda l'équipage, chaque homme portant sa propre réaction silencieuse. Certains fixaient le sol subissant le poids d'un héritage façonné par la tragédie. D'autres regardaient Parker avec une sympathie tranquille, comprenant qu'il venait d'hériter de plus que des notes ou des souvenirs. Il avait hérité d'un fardeau. Un fardeau qui avait attendu des décennies pour être reconnu. Dehors, le vent pressait plus fort contre les fenêtres, les poussant à continuer parce que l'histoire n'était pas finie. Il y avait d'autres journaux, d'autres couches dans la caisse et d'autres vérités qui attendaient d'être découvertes. Et la prochaine découverte mettrait en lumière le chagrin d'amour. Le journal qui a rouvert de vieilles blessures. La vieille boutique sembla plus froide lorsque Parker mit le journal de côté, comme si le fait de lire à haute voix le chagrin de son grand-père avait retiré la chaleur de la pièce. Les hommes restèrent debout en silence, leurs ombres s'étirant sur les planches, comme une seconde audience à la vérité qui se déroulait. Dehors, le vent du Yukon se pressait contre les fenêtres, faisant trembler les bords du verre dans un rythme régulier et funèbre. C'était le genre de son qui accompagnait les révélations difficiles, comme si la nature elle-même tenait à en témoigner. Parker inspira lentement, se stabilisant, avant de reporter son attention sur la caisse. L'histoire était loin d'être terminée. Il attrapa le journal suivant dont la couverture avait été abîmée par des années de manipulation. Les pages à l'intérieur étaient remplies d'une écriture dense, mais le ton avait changé. Ce volume ne parlait pas de l'accident lui-même. John avait écrit sur les nuits sans sommeil, la honte qui assombrissait chaque décision et la peur de devoir un jour affronter la famille de l'homme qu'il avait perdu. Pourtant, entre les peines de cœur, il y avait des notes de détermination. Il a parlé de reconstruire sa vie, de reconstruire son opération et finalement de reconstruire son courage. Mais jamais il n'a suggéré que la culpabilité s'était estompée. Il l'a portée comme une pierre dans la poche de son âme. En tournant les pages, Parker arriva à une entrée qui changea l'air de la pièce. Elle décrivait une tempête d'hiver survenue plusieurs décennies auparavant, une nuit où un étranger se présenta à la porte de la cabane de John. L'étranger était décrit comme grand mince et portant une tension qui mettait la conversation mal à l'aise. Ce n'est qu'après des heures de dialogue délicat que John a compris que l'homme était le frère cadet de Samuel Green. Il était venu chercher des réponses, espérant tourner la page et cherchant peut-être un coupable. John a raconté cette rencontre avec une honnêteté brutale. Il a admis avoir tremblé en confessant chaque détail, refusant d'offrir des excuses. Mais l'article se terminait par une phrase qui a fait réfléchir Parker. « Il m'a pardonné, mais je n'ai pas pu me pardonner. » Rick s'est approché, lisant à nouveau le texte par-dessus l'épaule de Parker. Le poids de ce texte est resté comme un brouillard, s'installant au plus profond de l'homme qui écoutait. Il dépeint le portrait d'un homme qu'aucun d'entre eux n'avait vraiment connu, un homme qui avait souri pendant des décennies de travail, tout en portant la douleur silencieuse du regret. Parker referma doucement le journal et posa sa main sur la couverture comme s'il reconnaissait la souffrance inexprimée de son grand-père. Il était étrange de réaliser tout ce qu'une personne pouvait cacher même à ceux qu'elle aimait le plus. Mais la caisse contenait quelque chose d'autre, enveloppé dans un tissu de la couleur de la terre séchée. Parker le déplia lentement, révélant un objet métallique qui brillait faiblement dans la faible lumière. C'était une boussole en laiton dont le boîtier était usé mais intact. La face était éraflée, la flèche légèrement collée d'un côté. À l'intérieur du couvercle, un message était gravé en écriture soignée. « Pour le chemin que tu devras choisir quand je ne pourrai plus le faire. » Parker fixa les mots, sentant une pointe d'émotion se resserrer dans sa gorge. Ce n'était pas une boussole ordinaire, elle lui était destinée. Les autres ont immédiatement compris la signification de cette boussole. Tony Beats avait déjà parlé d'objets similaires, transmis par les familles de mineurs, des objets qui symbolisaient à la fois l'orientation et la responsabilité. Mais cette boussole semblait plus personnelle, comme si John pensait que le voyage de Parker atteindrait un jour un carrefour où il aurait besoin de plus que de compétences pour naviguer dans ses choix. C'était un rappel silencieux que le leadership ne se forge pas dans le succès, mais dans le courage de faire face à ses propres doutes. Parker glissa la boussole dans sa poche, avec un sentiment de révérence comprenant que son poids était symbolique.
En retournant à la caisse, il trouva une autre couche de journaux sous une fine pellicule de poussière. Ces écrits retraçaient les dernières années de la vie minière de John, y compris ses premières saisons sur le même terrain que celui où Parker travaillait à présent. Elle révèle ses frustrations face à un équipement défaillant, sa gratitude envers des membres d'équipage loyaux et sa conviction farouche que le Yukon recèle encore des trésors pour ceux qui le respectent. Mais un thème récurrent se dessine au fil des pages, la crainte que son petit-fils ne répète un jour ses erreurs. John parle du talent de Parker, de sa détermination et de son entêtement, se demandant souvent si l'ambition ne risque pas de le rendre aveugle au danger. L'une d'entre elles se démarquait des autres. Elle décrivait un jour où Parker, encore jeune garçon, avait demandé à son grand-père pourquoi l'or avait tant d'importance. Au lieu de donner une explication simple, John a raconté la pause qu'il avait prise avant de répondre, sachant que la vérité était compliquée. Il expliqua que l'or n'était jamais l'objectif, c'était le test. Un test de patience, d'intégrité et d'humilité. Un test auquel de nombreux mineurs échouaient. Dans le journal, il admettait qu'il avait lui-même parfois échoué et espérait que Parker réussirait un jour là où il n'avait pas réussi. En lisant ces mots aujourd'hui, Parker sentit la pièce basculer sous le coup de l'émotion. Les dernières pages du journal ont un ton plus calme, plus réfléchi. John parle de l'âge qui s'insinue dans ses os, de la peur de laisser derrière lui des leçons inachevées et de l'espoir que Parker comprendra un jour le sens profond de la vie minière. Pas les machines, pas les calculs, pas les tas de terre et de gravier, mais la vérité que la mine est un miroir reflétant la force ou la faiblesse de la personne qui ose poursuivre quelque chose d'enfoui si profondément. Il a écrit qu'il aurait aimé vivre assez longtemps pour raconter lui-même ces choses à Parker, mais le temps n'est pas toujours généreux. Lorsque Parker a refermé son journal, il a constaté que l'équipage le regardait avec des expressions mêlant empathie et respect. Il comprenait le poids de ce qu'il était en train d'apprendre. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une perte, c'était l'histoire d'un héritage, du courage tranquille qu'il fallait pour affronter la vérité de sa propre histoire. Mais Parker sentait qu'il y avait encore une autre couche dans la caisse, un autre morceau de l'histoire de son grand-père qu'il n'avait pas encore découvert. Il a tendu la main à l'intérieur et a senti quelque chose de doux, de presque délicat. Lorsqu'il l'a sorti, la pièce est devenue silencieuse. Il s'agissait d'une pochette en tissu pliée attachée par un morceau de ficelle effiloché. Le tissu semblait fait à la main, les coutures irrégulières, mais soignées. À l'intérieur, il trouva une collection de petits objets, un dessin d'enfant représentant une mine, une pierre polie par des années de détention et un mince morceau de papier avec une note manuscrite. La note disait seulement pour le jour où vous serez prêt à connaître la vérité, pas l'histoire, la vérité. Les mots envoyèrent une onde de choc à travers la pièce. Les journaux avaient révélé le passé, mais cette pochette laissait entrevoir quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel, quelque chose que John pensait que Parker devait affronter seul. Quelle que soit la vérité restante, elle ne concernait pas les accidents miniers ou les partenariats passés, elle concernait Parker lui-même. Le chagrin d'amour changeait de forme, et la prochaine révélation, quelle qu'elle soit, mettrait ce chagrin d'amour en pleine clarté. La vérité que son grand-père ne pouvait pas dire à voix haute. La pochette en tissu tremblait légèrement dans les mains de Parker, mais la pièce elle-même restait immobile. Les autres l'observaient, avec une sorte de distance révérencieuse, comme s'ils craignaient que le moindre mouvement ne vienne briser l'instant. Le vent du Yukon gémissait le long des murs extérieurs, se faufilant dans les interstices de la charpente, comme une voix triste, incitant à la prudence. Parker détacha la corde effilochée, la laissant tomber du tissu. La pochette s'ouvrit doucement, libérant une légère odeur de cèdre et de vieux papier. Ce qu'il contenait portait le poids délicat de la mémoire, et les hommes se préparèrent à une vérité qui semblait plus lourde que tout ce qui avait été découvert jusqu'à présent. Le premier objet était un dessin d'enfant, aux couleurs délavées, mais encore discernables. Une petite figure se tenait à côté d'une plante lavante, imposante, souriant, avec la confiance éclatante que seul un enfant peut exprimer. Au-dessus de la figure écrite d'une main irrégulière se trouvaient les mots « Me and Grandpa finding gold », « Moi et grand-père trouvant de l'or ». Parker reconnut instantanément le dessin qu'il avait créé à l'âge de 5 ans, un jour d'été où il croyait que le monde pouvait être façonné par des crayons de couleur et des rires. Le voir maintenant entouré d'ombres et de chagrins lui rappelait une version de lui-même qu'il avait depuis longtemps dépassée.
L'innocence du dessin se pressait contre les bords durs de sa vie d'adulte, provoquant quelque chose de profond et de doux amer. Sous le dessin se trouvait la pierre lisse de la rivière d'une couleur chaude, malgré les années passées dans l'obscurité. Parker la souleva doucement, se rappelant les histoires que son grand-père racontait sur la conservation de certaines pierres en souvenir de jours importants. Celles-ci provenaient probablement d'un ruisseau qu'ils avaient parcouru ensemble, un endroit où John lui avait appris à lire le langage de l'eau. La pierre reposa dans la paume de Parker avec un poids inattendu à la fois symbolique et ancré. Il semblait murmurer le souvenir de jours plus simples, avant que la direction et les responsabilités ne le transforment en l'homme que le monde observe désormais à chaque saison minière. Il ferma le poing autour de l'objet puisant sa force dans ce lien silencieux. Il ne restait plus qu'un seul objet, le mince morceau de papier plié. Parker la déplia avec précaution, conscient que les fibres vieillies risquaient de se déchirer sous une pression inconsidérée. L'écriture à l'intérieur était familière, mais plus douce, comme si elle avait été écrite par un homme qui avait hésité à chaque coup de crayon. La lettre était courte, une poignée de lignes seulement, mais sa signification résonnait fort dans la pièce froide. John a écrit qu'il y avait des vérités qu'il avait eu du mal à exprimer en personne, des vérités sur la vie minière et sur l'avenir de Parker dans cette vie. Il a écrit une peur qui l'avait hanté pendant des années, une peur que Parker hérite non seulement de ses succès, mais aussi de ses regrets. La phrase suivante a apporté un silence si complet que même le vent a semblé s'arrêter. John révéla qu'il avait un jour envisagé de quitter complètement le monde minier, non pas parce que l'or était trop insaisissable, mais parce qu'il craignait que l'héritage qu'il était en train de construire ne devienne un jour un fardeau pour le petit-fils qu'il aimait plus que n'importe quelle clème ou n'importe quelle once tirée du sol. Il écrivit qu'il était resté uniquement parce qu'il espérait que Parker ouvrirait sa propre voie, une voie qui ne serait pas touchée par les ombres qu'il avait suivies. La lettre se termina par une ligne qui transperça le calme de Parker. « Tu n'as jamais été destiné à porter mes erreurs, tu as été destiné à les dépasser. » Parker baissa lentement la lettre, sa poitrine se serrant, à mesure que la vérité s'installait comme un poids qu'il ne s'attendait pas à porter. L'équipage l'observa, avec une sympathie silencieuse, conscient qu'aucun mot ne pourrait adoucir l'impact. Les journaux avaient révélé le passé, mais cette lettre révélait l'intention. C'était une confession, un espoir et un adieu tissés en un seul artefact fragile. Rick fit un seul pas en avant, mais même lui s'arrêta, comprenant que certains moments n'appartenaient qu'à la personne qui les avait vécus. Parker se tenait seul dans le cercle de la lumière de la lanterne, absorbant la vérité dont son grand-père avait essayé de le protéger. Pourtant, le chagrin n'était pas complet. Alors que Parker s'agenouillait près de la caisse, sa main effleura le panneau du bas. Un petit loquet en fer, presque invisible sous la poussière, et l'ombre était fixée à la base intérieure. Il ne ressemblait à aucune des autres attaches de la caisse. Parker hésite, conscient que ce compartiment caché a été délibérément dissimulé. L'équipage retient son souffle lorsqu'il soulève le loquet et pousse vers le haut. Le faux fond bascule avec un doux déclic, révélant une dernière enveloppe nichée dans un étroit renfoncement de bois. Cette enveloppe était différente des autres. Le papier était plus épais, le sceau intact et l'écriture plus grasse. Parker la retourna, lisant la courte inscription pour le jour qu'il devait choisir. Les mots le frappèrent d'une froide clarté. Il ne s'agissait pas d'une lettre sur le passé, mais sur l'avenir, son avenir. Il brisa le sceau avec précaution, le papier se détachant avec un léger craquement. La lettre à l'intérieur était plus longue, plus structurée, comme si John avait rassemblé sa détermination avant de l'écrire. Parker commença à lire, sa voix était stable, mais tendue. John parle d'une concession située loin de Scribner Creek. Une concession qu'il avait autrefois l'intention de travailler avec son petit-fils, mais qu'il craignait de ne jamais avoir la force de poursuivre. Il explique qu'il a découvert des signes d'un gisement prometteur des décennies auparavant, mais qu'après la mort de Samuel Green, il s'est juré de ne plus jamais mettre son ambition à l'épreuve du destin. Au lieu de cela, il a protégé l'information en attendant le jour où Parker serait assez âgé pour décider de sa propre orientation. Les coordonnées qu'il a écrites sont incluses dans une petite feuille de papier pliée. Elles mènent à une crête au fin fond du Yukon, une région vierge de toute exploitation moderne où la famille a commencé et où l'avenir de Parker pourrait peut-être se poursuivre. La responsabilité de la découverte a envahi Parker avec force. Son grand-père lui avait confié quelque chose qu'il n'avait jamais partagé avec personne d'autre, pas même avec les hommes qu'il considérait comme sa famille. Cette prise de conscience fit naître une vive douleur dans la poitrine de Parker.
John avait cru en lui non pas en tant que mineur, non pas en tant que leader, mais en tant que personne capable de faire avancer un héritage sans en répéter les erreurs. La pièce semblait à la fois plus lourde et plus silencieuse lorsque Parker serra l'enveloppe contre sa poitrine, mais la dernière ligne de la lettre changea l'atmosphère avec une gravité inattendue. John écrivit que la Crète n'était pas seulement une concession potentielle, mais aussi le site du dernier voyage de prospection que Samuel et lui avaient de fait ensemble. La Crète recèle à la fois une opportunité et un chagrin, et seul Parker peut décider de s'y confronter. La vérité, semble-t-il, ne concerne pas seulement l'homme qu'a été son grand-père, mais aussi le chemin que Parker choisira à partir de maintenant. Le vieil atelier autrefois rempli de poussière et d'outils oubliés ressemblait désormais à un lieu sacré où les générations avaient convergé en un moment fragile. L'équipage s'est immobilisé, humilié par la révélation. Le chagrin désormais pleinement éclairé n'appartenait pas seulement au passé, mais aussi au choix qui s'offrait à nous. Parker referma la lettre, levant son regard vers l'embrasure de la porte où la lumière froide se déversait comme un horizon annonciateur. L'histoire n'était pas terminée et le dernier chapitre déterminerait l'héritage qu'il emporterait de cette boutique. Le choix qui définirait l'avenir. L'air froid du Yukon s'infiltre dans la boutique alors que Parker s'éloigne de la caisse, la dernière lettre toujours dans sa main. La pièce autrefois, archive silencieuse d'années oubliées, palpite maintenant du poids de tout ce qui a été révélé. Les secrets, les regrets, les espoirs et les craintes de son grand-père sont restés en sommeil pendant des décennies, attendant ce moment précis. Chaque journal, chaque jeton, chaque lettre avait fait tomber une couche de mythe autour de l'homme que Parker avait admiré toute sa vie. Et maintenant, alors que la vérité s'installait dans les os en bois de l'atelier, Parker réalisait que les prochaines étapes n'appartenaient qu'à lui. L'équipage restait immobile, mais sa présence l'ancrait dans la réalité. Ce sont des hommes qui ont traversé les tempêtes et les revers à ses côtés. Des hommes qui ont compris les hauts et les bas du monde minier avec une révérence partagée. Aucun d'entre eux n'a parlé, mais leur silence a apporté un soutien plutôt qu'une distance. Les yeux de Rick s'adoucissent, tandis que les autres observent Parker avec une patience calme. Ils savent que le choix à venir n'est pas celui d'une revendication ou d'un total de saison, mais celui d'une identité, d'un héritage, et de la question de savoir si l'avenir de Parker sera écrit par l'ambition, par la prudence ou par une réconciliation des deux. Parker se tourna vers la fenêtre, où de fines lignes de lumière filtraient à travers la poussière, illuminant les particules flottantes comme si l'atelier lui-même respirait. Son grand-père avait vécu des triomphes et des tragédies gravées dans la terre. Les journaux révélaient un homme façonné non seulement par le succès, mais aussi par une blessure qu'il n'a jamais pu guérir complètement. Et pourtant, malgré tout ce qu'il avait perdu, John Schnabel avait cru en l'avenir. Il avait cru en Parker. Cette prise de conscience serra la gorge de Parker, une douleur silencieuse s'élevant tandis qu'il traçait les bords de la lettre avec son pouce. Son grand-père ne l'avait pas accablé d'attente, il l'avait doté de la vérité. En sortant, Parker laissa le froid frapper son visage avec une clarté qui le piquait presque. Le ruisseau Scribner s'étendait devant lui, ses rives gelées, scintillant sous un ciel terne. L'air hivernal était empreint d'une grande tranquillité, comme si la terre attendait sa décision. Derrière lui, la porte de la vieille boutique grinçait doucement, se rangeant dans son cadre usé par les intempéries. Il imaginait son grand-père à proximité, non pas comme un souvenir, mais comme une présence tissée dans le tissu du Yukon. Chaque crête, chaque coude du ruisseau, chaque rafale de vent contenait des échos de l'homme qui avait consacré sa vie à cet endroit. Rick le rejoignit tranquillement, se tenant à une distance respectueuse avant de poser la question qu'aucun d'entre eux ne pouvait éviter. Parker voulait-il poursuivre sur la crête? La question restait entre eux comme une ligne de démarcation pleine d'incertitudes et de promesses. Parker expira lentement son souffle dérivant dans l'air comme la fumée d'un feu silencieux. La crête représentait plus qu'une nouvelle revendication. C'est une invitation à se confronter au passé, à se réapproprier quelque chose que son grand-père a laissé inachevé et à clore un chapitre ouvert par la tragédie. Mais c'est aussi un lieu marqué par la perte liée à une blessure qui a façonné la vie de John Schnabel. De retour à l'intérieur, Parker étudie les coordonnées enfermées dans l'emplacement, est éloigné niché au plus profond de l'intérieur où la terre est féroce et impitoyable. Cela nécessiterait une planification, la mobilisation d'équipements et une équipe prête à affronter un terrain sauvage. Mais en traçant les lignes sur la petite carte, il a ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la peur,
pas de l'obligation, mais de la détermination. Le genre de détermination qui naît de la clarté de la compréhension et d'un lien qui traverse les générations. Son grand-père ne lui avait pas demandé de retourner sur la crête. Il lui avait offert le choix, et Parker savait que ce choix ne pouvait pas être fait dans la peur. Il rassembla les journaux, la boussole, les lettres et les petits objets de la pochette, les plaçant soigneusement dans la caisse comme pour rétablir l'ordre dans le passé. Chaque objet avait remodelé sa compréhension de l'homme qui l'avait élevé. Il révélait non seulement le fardeau de l'exploitation minière, mais aussi l'humanité qu'elle renfermait, les joies, les doutes, les erreurs et la résilience qui définissent l'héritage Schnabel. Parker a fermé la caisse doucement scellant à l'intérieur non pas des secrets, mais la compréhension. Puis il a posé sa main sur le couvercle, offrant une promesse silencieuse que lui seul pouvait entendre. Alors que l'équipe se prépare à quitter l'atelier, Parker s'arrête dans l'embrasure de la porte et jette un dernier regard en arrière. L'atelier baigné d'une lueur crépusculaire ne semble plus abandonné. Il semble apaisé comme si les fantômes qui s'y trouvaient avaient enfin raconté leur histoire et pouvaient se reposer. La poussière, les outils, les photographies et l'air lui-même semblaient s'adoucir, libérés du silence qu'ils avaient de garder pendant des années. Parker sortit et tira la porte le loquet cliquetant avec une finalité qui résonnait dans le calme. Debout dans la neige, il s'adressa à son équipe avec une calme certitude. Ils enquêteraient sur la crête non pas à l'aveuglette, non pas de manière imprudente, mais avec détermination. Ils honoreraient la vérité que John a laissée derrière lui, non pas en répétant son chemin, mais en terminant l'histoire avec clarté et courage. Les hommes acquiescèrent, comprenant qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple décision minière. C'était un acte de clôture et de continuation, un pont entre le passé et l'avenir, une chance de transformer un chagrin d'amour en direction. Alors qu'ils marchaient vers les camions, le ciel du Yukon se transformait en nuances sourdes de bleu et d'argent, comme si la terre elle-même approuvait la décision. Le voyage à venir serait difficile. La crête allait les mettre à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore prévoir, mais pour la première fois, depuis qu'il avait ouvert la porte de l'atelier, Parker se sentait aligné. La voix de son grand-père, qui n'était qu'un souvenir porté par les rires et le dur labeur, résonnait maintenant avec une nouvelle signification. La vérité avait été lourde, mais elle avait aussi offert des conseils. Et lorsque les moteurs se sont mis à rugir dans la lumière déclinante, Parker a su que le prochain chapitre de son héritage avait déjà commencé. Merci d'avoir suivi ce voyage dans la découverte la plus personnelle de Parker Schnabel. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez vos pensées ci-dessous. Restez à l'écoute pour d'autres découvertes dramatiques dans le monde de Gold Rush. Votre soutien nous aide à donner vie à ces histoires.